Le sac de course en papier m'échappe des mains avant même que j'aie le temps de réaliser ce que je vois. Le bocal de sauce tomate pour pâtes s'écrase sur mon carrelage neuf, éclaboussant la surface blanche immaculée de rouge, comme le sang sur une scène de crime. Pendant 3 battements de cœur, je reste figé sur le pas de ma porte, les clés pendant encore à ma main. Ma mère et ma sœur sont à l'intérieur de ma petite maison. Ma maison, dont je ne leur avais montré des photos que 3 jours plus tôt. Ma maison, dont j'avais délibérément gardé l'adresse secrète. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ma voix me paraît lointaine, creuse. Chloé se retourne brusquement, un mètre ruban tendu entre ses mains. Elle était en train de mesurer la chambre d'amis, mon bureau, et son expression passe de la surprise momentanée à un air de supériorité irritant. Camille, tu rentres tôt. Maman se redresse de l'endroit où elle réarrangeait mon canapé et mon fauteuil, créant une configuration que je déteste. On pensait que tu serais au travail jusqu'à 17h. Ça ne répond pas à ma question. J'enjambe la flaque de sauce qui s'agrandit, mes chaussures collant légèrement au sol. Comment êtes-vous entré ? Maman fait un geste dédaigneux de la main. Oh, j'ai fait faire un double hier quand je suis passée te féliciter. Le souvenir refait surface instantanément, maman demandant à utiliser les toilettes pendant sa brève visite, son sac à main étrangement laissé derrière elle quand elle est allée au bout du couloir. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Tu as pris mes clés et tu en as fait une copie ? Sans me demander ? Le tremblement dans ma voix me surprend. Ne sois pas si mélodramatique, ma chérie. Maman s'affaire à gonfler un coussin. On regarde juste comment on pourrait aménager ça pour que tout le monde soit bien. Aménager quoi ? La question se forme mais ne quitte pas ma bouche car soudain, je sais. La prise de conscience me frappe avec la force d'un coup physique. Des fragments de mon enfance défilent devant moi, l'anniversaire des 11 ans de Chloé, avec un clown engagé pour l'occasion et une fête foraine dans le jardin, tandis que ma propre fête cette même année s'était résumée à un gâteau acheté au supermarché dans notre salon. La voix dédaigneuse de maman, ce n'est tout simplement pas dans le budget pour toi, en contraste avec les dépenses somptueuses pour ma sœur. Ce schéma ne s'était jamais arrêté. Quand j'ai annoncé que je cherchais à acheter une maison le mois dernier, maman ne m'a pas félicité. Elle a immédiatement appelé Chloé pour discuter des « opportunités ». C'est ma maison, dis-je. Chaque mot est taillé dans la glace. Pas la vôtre. Pas la nôtre. La mienne. Je m'approche de Chloé et lui arrache le double de la clé de la main, avec lequel elle jouait nerveusement. Ses doigts se ferment par réflexe, puis se relâchent. Tu ne peux pas être sérieuse de vouloir vivre ici toute seule, dit Chloé, son front plissé d'une inquiétude feinte. Il y a 3 chambres ici. Les enfants ont besoin d'espace. Ta situation de logement n'est pas mon problème. La fermeté dans ma voix me surprend. Après tout ce qu'on a fait pour toi ? Les yeux de maman s'agrandissent. Sa main se presse théâtralement contre sa poitrine. Les enfants de ta sœur ont besoin de chambre. La famille, ça s'entraide, Camille. Tu le sais bien. Le poids familier de l'obligation m'écrase. Toute une vie d'attente à ce que je me sacrifie pour Chloé, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais quelque chose a changé en moi. Le tremblement dans mes mains cesse alors qu'une clarté m'envahit. Vous avez exactement 2 minutes pour partir avant que j'appelle la gendarmerie. Je pointe le doigt vers la porte. Mon bras est stable. Tu n'oserais pas. La voix de maman devient acérée. 1 minute, 50 secondes. Elles partent. Maman claque la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je fais glisser le verrou avec un clic satisfaisant. Le téléphone sonne 20 minutes plus tard, alors que je suis encore en train de nettoyer la sauce tomate des joints du carrelage. Le nom de papa s'affiche à l'écran. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? Sa voix tonne dès que je décroche. Ta mère est en larmes. Tu es en train de détruire cette famille avec ton égoïsme. Je ne dis rien, frottant plus fort une tache rouge tenace. Chloé a besoin d'aide, Camille. C'est à ça que sert la famille. Tu l'as toujours compris avant. Toujours compris. Toujours arrangé les choses. Toujours sacrifié. Plus maintenant, je murmure. Mais il crie encore, sans m'entendre.
Après avoir raccroché, je fixe la photo de famille sur ma cheminée. Papa, maman, Chloé avec son mari parfait et ses 3 enfants, et moi, légèrement décentré, arborant le sourire forcé que j'ai porté toute ma vie. Pour la première fois, je nous vois clairement. Je vois le schéma de sacrifice que j'ai été conditionné à accepter. Je retourne le cadre photo sur l'étagère. Cette maison est à moi. Cette vie est à moi. Et j'ai fini d'en donner des morceaux. Un jour plus tard, la notification Facebook retentit pendant que je sirote mon café du matin. Un rare moment de paix, 3 jours après l'incident de la sauce tomate. Quelque chose à propos de Chloé qui m'a identifié dans une publication. Je clique sur l'icône, m'attendant à une autre photo de famille passive-agressive où je suis maladroitement positionnée sur le bord. Ce que je découvre me coupe le souffle. Une publication datant d'il y a 3 semaines, avant même que je finalise l'achat de ma maison, montre les 3 enfants de Chloé entassés dans leur chambre commune. La légende dit, les enfants vont enfin avoir un plus grand espace bientôt. Quelle chance! La famille d'abord. Mon pouce survole l'écran tandis que je fais défiler les commentaires. Quelle chambre aura Éléonore? Demande une des amies de Chloé. La réponse de Chloé, la bleue avec la baie vitrée. Jacques et Théo partageront la chambre en face. Maman pense que la 3e chambre devrait rester une chambre d'amis au cas où tante Carole viendrait nous voir. Ma tasse de café me glisse des doigts, éclaboussant le liquide chaud sur mes pieds nus. Je remarque à peine la brûlure. Il y a 3 semaines. Elle planifiait ça il y a 3 semaines, avant même que j'aie signé mon prêt immobilier. Je cours aux toilettes, l'estomac retourné alors que l'ampleur de la situation me frappe. Ce n'était pas une idée impulsive après avoir vu ma maison. C'était calculé. Planifié. Elles avaient élaboré une stratégie pour s'emparer de ma maison avant même que je l'achète. Mon téléphone vibre avec une notification de SMS alors que je me rince la bouche. C'est de papa, mais il m'a accidentellement incluse dans un message de groupe destiné à maman et Chloé. Ne vous inquiétez pas pour le caprice de Camille, a écrit maman. Elle cédera une fois que vous serez installés. Elle cède toujours. Le tremblement commence dans mes mains et se propage jusqu'à ce que tout mon corps frissonne contre le carrelage froid de la salle de bain. Elle cède toujours. 3 mots qui résument toute ma vie. L'invitation au dîner de famille arrive par SMS le lendemain soir. Il faut qu'on parle d'une solution, écrit papa. Ta mère prépare un bœuf bourguignon. 19h, je devrais refuser. Chaque instinct me hurle de rester à l'écart, mais une partie de moi, flétrie mais pleine d'espoir, se demande si peut-être, juste peut-être, ils ont reconsidéré leur position. Quand j'arrive, la table est déjà mise avec la belle vaisselle de maman. Papa, maman et Chloé sont regroupés d'un côté, une chaise vide m'attend de l'autre. La division ne pourrait pas être plus évidente s'ils avaient tracé une ligne au milieu. Camille, dit maman, son sourire crispé. Nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Avant que je puisse répondre, papa fait glisser un dossier en carton sur la table. Nous avons trouvé la solution parfaite. À l'intérieur se trouvent des impressions d'annonces pour des maisons de 5 chambres, tout à moins de 3 km de l'école des enfants de Chloé. Chaque annonce a été annotée avec des notes comme « salle de jeu parfaite » et « beau jardin pour les enfants ». Elles sont magnifiques, dis-je prudemment, pour Chloé et Marc. Papa s'éclaircit la gorge. Pour vous tous. Ensemble. On a déjà parlé à ta banque, ajoute maman en remuant son thé glacé. Transférer ton prêt immobilier sur une autre propriété est assez simple. La différence de prix serait gérable si tout le monde contribue. Ma bouche devient sèche. Vous avez contacté ma banque? Juste des discussions préliminaires, dit maman, balayant mon inquiétude d'un geste de la main comme une mouche agaçante. Tes meubles ne rentreront pas tous, bien sûr, intervient Chloé, mais on pourrait vendre les pièces en trop. On aura besoin de place pour les lits superposés des enfants. La porte d'entrée s'ouvre et Marc entre, en retard comme d'habitude. Il me fait un signe de tête avant de se tourner vers papa. Je pensais aux places de garage. Le côté gauche serait mieux pour mon camion, si ça ne dérange pas Camille de se garer dans la rue. La manière désinvolte dont ils se partagent ma propriété, une maison pour laquelle ils n'ont jamais contribué un centime, me laisse sans voix.
Mes mains se serrent en poing sous la table. Camille, dit papa, sa voix prenant le ton sérieux qu'il utilisait quand j'étais enfant et que je l'avais déçu, refuser d'aider montrerait que tu ne te soucies pas vraiment de faire partie de cette famille. Maman tend la main sur la table, sans tout à fait toucher la mienne. Pense à ta relation avec tes nièces et ton neveu. Les enfants se souviennent de ceux qui étaient là pour eux. Tout le monde sait que la famille passe avant tout dans le coin, ajoute Chloé, les yeux plissés. Que penseraient les gens s'ils savaient que tu as tout cet espace alors que les enfants de ta sœur sont entassés dans une seule pièce? Le poids de leurs attentes pèse sur ma poitrine. Pendant des années, toute mon identité dans cette famille a été celle de la sœur de soutien de Chloé, jamais simplement Camille, avec mes propres rêves et besoins. J'ai parlé avec Robert à ton bureau, mentionne papa avec désinvolture, comme s'il n'avait pas juste franchi une nouvelle limite. Il comprend que ta crise familiale pourrait nécessiter une certaine flexibilité dans ton emploi du temps, pour aider Chloé avec le déménagement. Après tout ce qu'on a fait, ajoute maman, sa voix tremblant d'une émotion feinte, te fournir un foyer pendant toutes ces années. Le souvenir refait surface, rédiger des chèques de loyer chaque mois pendant mes études tout en vivant dans leur sous-sol aménagé, les regardant payer l'intégralité des frais de scolarité et les coûts d'appartement de Chloé sans poser de questions. Le silence s'étire alors qu'ils attendent ma capitulation. Le scénario familier, Camille proteste, la famille fait pression, Camille se rend, elle le fait toujours. Mais quelque chose a changé en moi depuis que je les ai trouvés dans ma maison. Le schéma est soudainement visible, comme une de ces images en 3D qui apparaît nettement après des années à ne voir que des points aléatoires. Je me lève, posant soigneusement ma serviette à côté de mon assiette intacte. Regardez-moi bien ne pas l'aider, dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais. Je sors, ignorant leurs appels à revenir, leurs exigences de me rasseoir et d'être raisonnable. Dans ma voiture, le téléphone commence à vibrer de SMS et d'appels. Je le mets en silencieux. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone s'illuminant de messages furieux, je me demande si maintenir ma position vaut la peine de potentiellement perdre ma famille. Devrais-je maintenir cette limite à tout prix? Ou trouver un compromis qui ne sacrifierait pas complètement mon indépendance? La maison était à moi, mais une séparation complète était-elle le seul moyen de la protéger? L'idée de compromis vacille et meurt en me souvenant de la publication Facebook. Ils n'ont jamais eu l'intention de demander, ils avaient prévu de prendre. Certaines limites ne peuvent pas être partielles, parfois, la seule protection est un mur. 3 jours après le dîner embuscade, les notifications de mon téléphone retentissent comme de petites détonations, chacune me tirant de la paix momentanée que j'ai réussi à trouver. Je fais l'erreur de regarder la dernière publication Facebook de Chloé, ses enfants serrés sur un canapé-lit, les visages arrangés en mousse exagérée. La légende dit, quand l'abandon familial signifie que vos enfants n'ont pas de chambre convenable. La famille d'abord. Sauf si vous êtes égoïste, apparemment. Mon estomac se tord alors que je fais défiler les commentaires compatissants. Des gens que je connais depuis l'enfance offrent des prières et du soutien. 3 dames différentes de la paroisse promettent de me parler des valeurs familiales chrétiennes. Mon doigt survole le bouton de réponse, mais que pourrais-je bien dire qui ne jetterait pas de l'huile sur le feu? Mon téléphone vibre avec un SMS de Madame Hatcher, mon institutrice de CE2. Ta mère m'a montré des photos de ta belle maison, tant d'espace pour une seule personne. J'ai élevé 4 enfants dans la moitié de ça. Je pose le téléphone face contre mon plan de travail de cuisine et je serre le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La trahison me brûle la gorge comme de l'acide. Pas seulement de la part de Chloé, de qui je m'y attends, mais de la part de maman. Elle a placardé des photos de ma maison en ligne avec des légendes sur le fait d'oublier d'où l'on vient et ce qui arrive quand le succès vous monte à la tête. La sonnette retentit, faisant grimper mon rythme cardiaque en flèche. À travers le Judas, j'aperçois le pasteur Dubois sur mon perron, la Bible sous le bras. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque coordonnée. Je suis désolé, je ne suis pas disponible pour les visites aujourd'hui, je crie à travers la porte. Camille Adams, je te connais depuis que tu es au catéchisme. Ta famille est inquiète, et en tant que ton conseiller spirituel. Je n'ai pas demandé de conseil spirituel, je l'interromps, me surprenant par la fermeté de ma voix. S'il vous plaît, respectez ma vie privée. Son soupir traverse la porte.
Je prierai pour que votre cœur s'adoucisse. Après son départ, je m'assois à ma table de cuisine et fais une liste de tout ce qui s'est passé dans la semaine depuis que j'ai mis ma famille à la porte de ma maison. L'ampleur de leurs représailles devient de plus en plus claire et effrayante. Hier, j'ai découvert la première preuve concrète de jusqu'où ils sont prêts à aller. Mon relevé de prêt immobilier n'était pas arrivé, alors j'ai appelé la banque. Nous l'envoyons à votre nouvelle adresse, a expliqué la conseillère. Vos parents nous ont contactés pour faire suivre vos documents financiers à leur domicile pour plus de sécurité. La violation me laisse sans souffle. Ils ont presque réussi. Si je n'avais pas été vigilante sur mes paiements, qu'ont-ils détourné d'autres? Quelles autres parties de ma vie sont-ils en train de réquisitionner discrètement? Le sommeil est devenu presque impossible. Je reste éveillée à cataloguer les vulnérabilités potentielles, sursautant à chaque craquement et bruissement à l'extérieur de mes fenêtres. L'idée de vérifier mon courrier chaque jour me remplit d'effroi. Quelle nouvelle limite auront-ils franchie? Quelle nouvelle tentative de culpabilisation m'attendra? Ce matin, j'ai reçu un email de la mairie. Mes parents les avaient contactés pour des préoccupations concernant une activité commerciale à mon adresse, une fabrication complète, mais qui m'a obligée à répondre avec des documents officiels, prouvant que je travaille occasionnellement de la maison mais que je ne dirige pas une entreprise. Le coût de cette rupture ne cesse de monter. Mais l'alternative, une vie d'exploitation, d'être vue comme rien de plus que le système de soutien de Chloé, me semble insupportable maintenant que j'ai entrevu la liberté. Je commence petit, changer les mots de passe, mettre en place une réexpédition de courrier directement à mon lieu de travail, installer des caméras de sécurité à chaque entrée. Je documente chaque contact non désiré, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque tentative d'accéder à mes informations personnelles. Le processus méthodique calme mes mains tremblantes. Lorsque l'entreprise de sécurité termine l'installation de mon nouveau système, je ressens un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Ma maison, l'endroit qui devait représenter mon indépendance, ressemble maintenant à une forteresse. Le lendemain matin, un petit miracle apparaît sur mon bureau au travail. Une miche de pain fait maison enveloppée dans du papier craft avec un mot glissé sous la ficelle. Désolé d'avoir cafeté pour ta nouvelle maison. Tout le monde ne pense pas que tu as tort. Certaines d'entre nous aimeraient avoir été assez courageuses pour poser des limites il y a des années. Sylvie. Je n'avais pas réalisé à quel point je me sentais isolée jusqu'à ce que ce petit geste de soutien me mette les larmes aux yeux. Le moment de paix est de courte durée. Ce soir-là, en arrivant dans mon allée, je trouve le SUV de Chloé garé devant. À travers ma fenêtre de devant, je peux voir des ombres bouger à l'intérieur de ma maison. La vague familière de violation est accompagnée de quelque chose de nouveau, une colère froide et cristalline. Cette fois, je n'hésite pas. J'appelle la gendarmerie depuis ma voiture, regardant les voisins jeter un œil derrière leur rideau au drame qui se déroule. Le temps que le gendarme arrive, ma famille m'a remarqué assise dans mon allée. Il se déverse sur le porche, le visage de maman tordu d'indignation vertueuse, celui de papa rougi de colère, Chloé serrant son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Elle met sa propre famille à la rue, pleure Chloé de façon dramatique alors que le gendarme s'approche. On venait juste rendre visite. Avec quelle clé? Je demande calmement, montrant aux gendarmes les images de ma caméra de sécurité sur mon téléphone. Je ne vous ai pas donné la permission d'entrer chez moi. Maman s'avance, les yeux fuyants vers les voisins qui se rassemblent. Comment as-tu pu appeler les gendarmes pour ta propre famille? Qu'est-ce que les gens vont penser? Quelque chose change en moi. La question qui a contrôlé toute ma vie, qu'est-ce que les gens vont penser, me semble soudain absurdement hors de propos. Je me fiche de ce qu'ils pensent, dis-je, ma voix stable. Je me soucie de ce que je pense, et je pense que ça s'arrête aujourd'hui. Le gendarme les escorte hors de ma propriété avec un avertissement pour violation de domicile. Alors qu'ils s'éloignent en voiture, je réalise quelque chose de profond. J'ai passé toute ma vie à avoir peur de décevoir ma famille, à mesurer ma valeur à leur approbation. Mais je n'ai jamais considéré à quel point ils m'ont constamment déçu, à quel point ils ont peu apprécié mon indépendance, mes choix, mon droit à une vie qui n'est pas définie par ce que je peux leur donner. Le lendemain, David,
Un ami de la fac qui est maintenant avocat en droit de la famille, m'aide à rédiger une lettre de mise en demeure formelle. Il compte sur ta culpabilité, me dit-il alors que nous révisons le document. Ils l'ont utilisé comme une arme toute ta vie. Lorsque Chloé se présente à mon lieu de travail la semaine suivante, les yeux gonflés de larmes théâtrales, mes collègues forment une barrière de protection inattendue. Sylvie l'intercepte à l'accueil. 2 autres se joignent à moi pour le déjeuner quand Chloé essaie de me prendre en embuscade sur le parking. Le contraste est saisissant. Ces personnes qui ne me doivent rien respectent mes limites sans question, tandis que ma famille, qui devrait me protéger, piétine chaque ligne que je trace. Chaque jour, je sens ma voix devenir plus forte. Non, devient plus facile à dire. Ça ne me convient pas, sort de ma bouche sans excuse. Les mots « j'ai pris ma décision » ne ressemblent plus à une trahison. À la maison, je change toutes les serrures, j'améliore mon système de sécurité avec des caméras de porte qui envoient des alertes à mon téléphone. Je rassemble des documents financiers, des SMS, des publications sur les réseaux sociaux, une trace écrite documentant des années d'exploitation. Le dossier s'épaissit avec des preuves que j'espère ne jamais avoir à utiliser mais qui me rassurent. La notification apparaît sur mon téléphone alors que je suis en réunion 2 jours plus tard. La caméra de la sonnette montre ma mère sur mon perron, essayant une clé dans ma serrure tout en jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. La clé ne fonctionne pas. J'ai changé les serrures 2 fois depuis la dernière confrontation. Son expression s'assombrit alors qu'elle essaie à nouveau, puis fouille dans son sac pour ce qui semble être une autre clé. Mon cœur bat la chamade en regardant les images. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Je passe mon dimanche après-midi à assembler des preuves comme les pièces d'un puzzle sur ma table de salle à manger. Chaque violation de domicile, chaque manipulation, chaque mensonge documenté avec une précision militaire. La vidéo de la caméra de sécurité tourne sur mon ordinateur portable, montrant maman essayant 3 clés différentes dans ma porte d'entrée hier pendant que j'étais au travail. J'ajoute l'horodatage à mon tableur et ressens une pointe de satisfaction plutôt que la culpabilité habituelle. Ça a l'air complet, dit David, ajustant ses lunettes de lecture alors qu'il examine ma documentation. Mon ami avocat m'a fait une place dans son dimanche, apportant l'odeur du café et des bloc-notes juridiques dans mon salon. La lettre de mise en demeure devrait être prête demain. Ça ira si tu la remets en main propre ? Je dois le faire moi-même. J'ajoute l'enregistrement de l'appel de la société de crédit immobilier dans un dossier étiqueté. La voix du conseiller résonne encore à mes oreilles. Nous avons parlé à quelqu'un se présentant comme votre maire au sujet du transfert de votre prêt immobilier vers une autre propriété. Nous l'avons informé que ce n'était pas possible sans votre autorisation directe. Le conseil de ma thérapeute, Judith, guide ma main alors que j'organise tout. Documenter, ne pas engager la conversation. Des faits, pas des émotions. Des limites, pas des disputes. Lundi matin, je remets la lettre recommandée en main propre à ma mère. Elle ne l'ouvre pas, me fixant simplement avec des yeux blessés comme si je l'avais trahi en me protégeant. Tu le regretteras, murmure-t-elle. Mais elle prend l'enveloppe. 3 jours passent dans un silence bienheureux. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inattendues. Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. Jeudi apporte l'escalade inévitable. Je suis en train de relire du code à mon bureau quand Sylvie de la comptabilité apparaît à mon poste, les yeux écarquillés. Tes parents sont dans le hall, chuchote-t-elle. Ils ont dit à la réception que ta sœur a eu un accident et qu'ils ont besoin de toi immédiatement. Une terreur froide m'envahit jusqu'à ce que je voie le SMS de Chloé se plaignant des déjeuners scolaires de son fils, horodaté d'il y a 2 minutes. Je trouve mes parents en train de se disputer avec notre réceptionniste, maman tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir tandis que papa exige que je sois amenée immédiatement. Urgence familiale, aboite-t-il au jeune homme derrière le bureau, sa sœur a été blessée. Je viens d'échanger des SMS avec Chloé, dis-je en apparaissant. Ma voix reste stable malgré le tremblement de mes mains. Elle va bien. Maman laisse tomber le mouchoir. Camille. Dieu merci. On était si inquiets. Mademoiselle Adams ? Ma patronne apparaît à côté de moi, son expression soigneusement neutre. Est-ce que tout va bien ?
Papa tente son sourire charmeur. Une affaire de famille. On va juste emprunter Camille un petit moment. Ma famille semble mentir au sujet d'une urgence médicale pour perturber ma journée de travail, dis-je à ma patronne, assez fort pour que toute la zone de réception entende. Je m'excuse pour le dérangement. La sécurité les escorte dehors pendant que je retourne à mon bureau, ignorant les regards. Ce soir-là, je découvre la dernière attaque de Chloé, une page GoFundMe intitulée « Crise du logement, aider mes enfants à avoir une maison », avec ma photo bien en évidence. Un email au service juridique de la plateforme, citant l'utilisation non autorisée de mon image, et la campagne disparaît au matin. Le message vocal de mon père cette nuit-là passe de la rage à la vérité accidentelle. Espèce de petite ingrate, tu sais ce que tu as fait? On avait tout prévu. On allait emménager que ça te plaise ou non, et maintenant tu as embarrassé ta mère devant. Je sauvegarde l'enregistrement avec un sourire sinistre. Quand mon entreprise annonce un poste à pourvoir dans sa nouvelle agence près d'Aix-en-Provence, je me retrouve à peser une opportunité prometteuse contre la fuite d'un conflit. Déménager signifierait-il les laisser gagner? Où était-ce ma chance pour un nouveau départ hors de leur portée? Mon système de soutien se rallie autour de moi comme un mur protecteur. David envoie un avertissement formel à ma famille, décrivant les conséquences juridiques d'un harcèlement continu. Judith m'aide à élaborer des réponses qui restent fermement factuelles, sans mordre à leur hameçon émotionnel. Ma patronne propose des horaires flexibles pendant ce qu'elle appelle « cette période de transition », ses yeux compréhensifs mais jamais apitoyés. « Ta maison a besoin d'une meilleure sécurité », dit Sophie, mon amie agent immobilier, en faisant le tour de ma propriété, des lumières à détecteur de mouvement ici, et renforce cette porte arrière. Je m'attendais à me sentir seule dans ce combat. Au lieu de cela, j'ai découvert des alliés que je ne soupçonnais pas, des gens qui apprécient mes limites et reconnaissent la toxicité de ma famille. Le vent commence à tourner. Tante Suzanne appelle pour demander timidement l'autre version de l'histoire. Cousin Michel m'envoie un message disant qu'il ne trouve pas juste ce qu'il demande. Même la campagne parfaite de Chloé sur les réseaux sociaux se retourne contre elle quand des amis commentent « Pourquoi toi et Marc ne pouvez-vous pas subvenir aux besoins de votre propre famille, et Camille n'est-elle pas célibataire? Pourquoi devrait-elle loger tes enfants ?» Leur façade se fissure, révélant l'égoïsme en dessous. La lettre d'offre d'emploi arrive dans ma boîte mail le vendredi après-midi. Directrice d'agence, Aix-en-Provence, brille sur mon écran comme un phare. Quelque chose se dessert dans ma poitrine, la possibilité, peut-être. Ou la liberté. Pour la première fois depuis des semaines, je souris sans réserve. Une semaine plus tard, à la maison, la tarte aux cerises trône sur mon plan de travail comme un piège cramoisi. Maman se tient à côté, ses doigts tapotant contre le granit, à un rythme que je connais depuis l'enfance. Le rythme de son impatience, quand je n'accepte pas immédiatement ses plans. C'est ta préférée, dit-elle, bien que la cerise ait toujours été la préférence de Chloé, pas la mienne. Je l'ai corrigée sur ce point au moins 20 fois au fil des ans. Ses yeux ne cessent de se porter sur la caméra de sécurité, montée près de mon entrée. La lumière rouge clignotante semble la rendre nerveuse, ce qui me procure une petite satisfaction. Je pense qu'on a mal commencé avec tout ça, dit maman, sa voix anormalement agréable. Elle a répété ça. Je le vois à la façon dont elle transfère son poids d'un pied à l'autre, comme elle le faisait avant les réunions parents-professeurs quand j'étais jeune. Ton père et moi avons réfléchi, et nous avons trouvé le compromis parfait. Je n'étais pas au courant que nous étions en négociation, dis-je, en gardant mes distances. L'îlot de cuisine entre nous me semble une protection nécessaire. Maman sort un dossier de son grand sac à main. Nous avons trouvé de belles propriétés à seulement 15 minutes d'ici. 5 chambres, beaucoup d'espace. Elle fait glisser plusieurs annonces brillantes vers moi. Tu vends cette maison. On emménage tous dans l'une d'elles. Il y a même un studio indépendant pour la famille de Chloé. Je parcours les annonces, notant les prix qui sont le triple de ce que ma maison a coûté. Et comment cela fonctionnerait-il financièrement, exactement? Eh bien, tu aurais la suite parentale, bien sûr. Elle sourit comme si elle m'offrait un cadeau formidable. Nous en avons déjà visité 3. L'agent immobilier a été très arrangeant quand nous avons expliqué la situation.
Vous avez visité des maisons en mon nom? Le calme dans ma voix me surprend moi-même. Maman fait un geste dédaigneux. Il fallait agir vite. La fille des Henderson cherche aussi dans ce quartier. Elle se penche en avant, la voix basse. Écoute Camille, si tu continues à être difficile à ce sujet, nous pouvons toujours contester la propriété. Tu n'aurais jamais pu te payer cet endroit sans l'aide de la famille. L'aide de la famille? Les mots ont un goût amer. Tu veux dire le loyer complet que j'ai payé en vivant à la maison pendant mes études? Ou peut-être fais-tu référence aux prêts étudiants que je rembourse encore alors que l'éducation de Chloé a été entièrement financée? Le visage de maman se durcit. Ne sois pas ingrate. Je me dirige vers mon bureau sans répondre, et reviens avec une enveloppe. Je la pose sur le plan de travail entre nous, à côté de sa tarte intacte. Qu'est-ce que c'est? Elle ne la prend pas. C'est une offre d'emploi de la nouvelle agence de notre société en Provence. Je la pousse vers elle. Je l'ai acceptée la semaine dernière. Sa main se fige en plein tapotement. En Provence? Je vends la maison. Je regarde son visage s'illuminer avant d'ajouter, et je déménage près d'Aix le mois prochain. La couleur quitte son visage. Mais. Et Chloé? Sa situation de logement n'est pas mon problème. J'ouvre un tiroir et sors un épais dossier en carton. J'ai rassemblé une documentation intéressante. J'étale le contenu sur mon plan de travail. Les relevés financiers montrant mon loyer payé pendant mes études, à côté de l'éducation entièrement financée de Chloé. Des comparaisons de dépenses d'anniversaire, montrant les milliers d'euros dépensés pour ses fêtes, contre le strict minimum pour les miennes. Les papiers de prêt pour les voitures qu'ils lui ont achetées pendant que j'économisais pour ma Clio d'occasion. Qu'est-ce que c'est censé être? La voix de maman a perdu sa qualité répétée. Des preuves. Je sors mon téléphone et tapote l'écran. Et voici les images de ma caméra de sécurité montrant 17 tentatives d'entrée non autorisées sur ma propriété. Maman fixe l'écran, se regardant et les Chloé tester des clés dans ma serrure, regarder par les fenêtres, et même une fois amener un serrurier qui, heureusement, a refusé le travail. Je ne m'enfuis pas, dis-je en rassemblant les papiers. Je cours vers quelque chose de mieux, une vie où je suis valorisée, pas seulement utile. Ton père va être furieux, murmure-t-elle. Mais il y a une nouvelle incertitude dans sa voix. J'y compte bien. 3 jours plus tard, j'arrive chez mes parents pour ce qu'ils ont présenté comme une réunion de famille pour résoudre la situation du logement. L'allée est pleine. La voiture de ma tante. Le SUV de mon cousin. Même l'antique Buick de ma grand-mère. Toute la bande est là pour assister à ma reddition. Je prends une profonde inspiration avant d'entrer, le dossier bien calé sous mon bras. La conversation dans le salon s'arrête quand j'entre. Chloé est assise sur le canapé entre mes parents, un front uni. La famille élargie est disposée en un demi-cercle lâche, un public pour la performance. La voilà, dit papa en se levant avec un sourire forcé. On était juste sur le point d'expliquer notre solution à tout le monde. En fait, dis-je, ma voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. J'ai d'abord une annonce à faire. Je pose mon dossier sur la table basse et l'ouvre pour révéler l'annonce de ma maison, avec des photographies professionnelles et une bannière rouge vif, à vendre, en travers. Ma maison est mise sur le marché lundi, dis-je, et j'ai accepté un poste dans l'agence de ma société en Provence. Je déménage le mois prochain. Le silence s'étire pendant 3 battements de cœur avant que le cri de Chloé ne le brise. Mais et nous? Où est-ce qu'on est censé aller? Je la regarde droit dans les yeux. Au même endroit où vous vivez. Au même endroit où vous seriez encore si vous n'aviez pas essayé de prendre ce qui est à moi. Papa se lève, le visage rougissant. C'est comme ça que tu abandonnes ta famille? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce que vous avez fait? Je sors des copies de ma documentation, les passant à ma grand-mère et à ma tante. Voici un registre de ce que vous avez réellement fait. Des règles différentes pour des filles différentes, un soutien différent, des attentes différentes. Les yeux de ma tante s'écarquillent en parcourant les papiers. Vous lui avez fait payer un loyer pendant ses études tout en payant l'appartement de Chloé? Ça forge le caractère.
lance papa, mais son assurance vacille alors que d'autres membres de la famille commencent à examiner les preuves. Vous devriez voir les images de sécurité, j'ajoute, assez fort pour que tout le monde entende. Eux essayant d'entrer par effraction chez moi pendant que je suis au travail. Appeler ma société de crédit en se faisant passer pour moi. Créer une cagnotte GoFundMe en prétendant que j'étais en difficulté financière. La main de grand-mère couvre sa bouche. Est-ce vrai? Le silence de mes parents est une réponse suffisante. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone vibre de SMS, non pas de mes parents ou de Chloé, mais de ma tante, de mes cousins, de ma grand-mère. Des mots de soutien. Des questions pour savoir s'ils avaient été trompés sur d'autres affaires familiales au fil des ans. Le début des fissures dans la mythologie familiale. 2 jours plus tard, mon agent immobilier appelle avec des nouvelles qui sonnent à la fois comme une victoire et un adieu. Tu as déjà une offre, dit-elle. 20 000 € au-dessus du prix demandé, paiement comptant, avec une signature dans 30 jours. Je la prends, lui dis-je sans hésiter. Une dernière chose, ajoute-t-elle. Tu veux garder les doubles des clés ou je les jette? Je pense à toutes les clés qui ont été copiées sans ma permission. Toutes les limites franchies. Jetez-les, dis-je. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. En raccrochant, j'entends des rumeurs selon lesquelles mes parents ont déjà approché mon cousin Thomas au sujet de sa maison d'amis. Le cycle continue, mais sans moi. Je me demande brièvement si une relation avec ma famille pourra être sauvée après mon déménagement, si la distance pourrait réellement permettre la guérison. Mais c'est une question pour un autre jour. Aujourd'hui, j'ai des cartons à faire et une nouvelle vie à construire, une vie qui m'appartient entièrement. 1 an plus tard, le soleil du matin inonde des fenêtres sans rideaux car je n'ai pas encore décidé quel style je veux. Mes meubles sont exactement là où je les ai placés, pas là où quelqu'un d'autre pensait qu'ils devraient être. Le mur à côté de mon bureau est couvert de photographies. Moi au sommet d'une montagne dans les Alpes, serrant la main du PDG après ma promotion, posant fièrement devant cette maison le jour de la signature. Pas une seule photo ne montre ma famille. Mon téléphone repose sur le comptoir, son écran s'allumant occasionnellement de notifications. Il y a 1 an, je me serais jeté dessus, le cœur battant à la possibilité d'une autre accusation ou exigence. Maintenant, je le regarde avec une indifférence désinvolte. Les numéros inconnus vont directement à la messagerie vocale, ainsi que plusieurs numéros familiers. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine, mon jardin potager capte la lumière du matin. Des rangées de basilic, de thym et de romarin, des herbes que maman prétendait toujours trop fortes pour son palais délicat, prospèrent en plate-bande soignée. De brillants œillets d'Inde orange bordent l'allée, leur parfum piquant un de mes favoris d'enfance. Je n'ai jamais été autorisée à en planter près de la maison. Trop commun, avait dit maman quand j'avais 10 ans, on va mettre des rosiers à la place. Je mords dans une fraise fraîche de mon propre carré et souris à sa douceur. La sonnette retentit précisément à midi. Des amis entrent, portant des sacs cadeaux et des plats, leur visage rayonnant d'un bonheur sincère de me voir. Personne n'a d'autre intention que de célébrer. Joyeux anniversaire, Camille, lance Hélène, ma collègue devenue amie, en posant une boîte de pâtisserie. Une tarte aux pommes, comme demandé. Pas de gâteau, demande Thomas, un autre collègue qui a conduit 2 heures pour être ici. J'ai toujours préféré la tarte, je réponds, la simple vérité me remplissant d'une satisfaction inattendue, surtout la tarte aux pommes. Pendant des décennies, j'ai consciencieusement soufflé des bougies sur un gâteau au chocolat parce que Chloé l'adorait. Maman disait toujours que faire 2 desserts était du gaspillage quand on pouvait partager. Hélène arrange des bougies sur la tarte pendant que je verse du vin dans des verres que j'ai choisis parce qu'ils me plaisaient, pas parce qu'ils s'accordaient avec les goûts de quelqu'un d'autre. À quoi trinquons-nous, demande Sophia, la voisine qui m'a apporté du pain maison quand j'ai emménagé. À la construction de foyers, pas seulement de maisons, dis-je en levant mon verre, et à la famille que l'on choisit. Les mots se déposent chaleureusement dans ma poitrine alors que nous trinquons. Sur le mur près de ma porte est accroché un simple porte-clés en bois avec une seule clé, la mienne. Pas de double cachet pour les urgences, pas de copie détenue par quelqu'un d'autre. Plus tard, après le départ de tout le monde, je me surprends à penser à Julien, le nouvel ingénieur au travail.
Hier, je l'ai vu se recroqueviller sur lui-même alors que notre chef de projet rejetait ses idées. La posture familière m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, de la même manière que je me faisais plus petite autour de ma famille. En fait, avais-je dit, interrompant le chef de projet, l'approche de Julien pourrait nous faire gagner un temps de test significatif. Écoutons en plus. La surprise et la gratitude dans ses yeux m'ont rappelé mon propre reflet le jour où j'ai finalement tenu tête à ma famille. Mon téléphone vibre avec un SMS de Michel, l'architecte paysagiste que je vois depuis un mois. Il respecte mes limites avec une révérence qui m'aurait semblé étrangère autrefois mais qui me semble juste maintenant. Toujours partante pour la randonnée samedi, dit le message. Je souris en répondant, absolument. Avant de me coucher, je parcours la galerie de mon téléphone et m'arrête sur une vieille photo de famille, tout le monde regroupé, moi légèrement hors du cadre comme d'habitude. Après un moment d'hésitation, je la supprime et la remplace par une photo de ma porte d'entrée, peinte du rouge vif que j'avais toujours voulu. Ma cousine Bérénice m'envoie des SMS de temps en temps maintenant. La semaine dernière, mon oncle a appelé pour prendre des nouvelles. Ces liens timides avec la famille élargie se font selon mes conditions, avec des limites claires qu'ils ont appris à respecter. Alors que je m'installe dans mon lit, dans ma maison silencieuse, je me demande si une séparation complète de mes parents et de Chloé était nécessaire pour guérir, ou si un jour je pourrais reconstruire un contact limité, à mes conditions. Que feriez-vous ? Maintenir la distance qui a apporté la paix ou tenter de créer une nouvelle relation, plus équilibrée, sur les cendres de l'ancienne ? Pour ce soir, je suis satisfaite de la vie que j'ai construite, une vie où chaque choix, des herbes du jardin aux amis autour de ma table, reflète qui je suis vraiment.